La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche. Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. Le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, j'explore en leur compagnie des questions que peuvent poser la carrière, le succès et la reconnaissance. Ah ouais, ça va parler carrière là. Comment gérer un succès ou un échec? Parle pour toi, loser. Après des années de pratique, est-ce évident de continuer à s'amuser et à s'intéresser à son travail? Quel est le meilleur moteur pour avancer? En gros, comment durer en tant qu'artiste? Mince alors, j'ai plus d'inspi, je suis complètement à sec. Mais tais-toi, toi. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va. L'indifférence quand tu as connu le succès, c'est vraiment une blessure difficile de se dire je sais comment ça fait quand ça marche, donc là vraiment je vois bien que ça marche pas, quoi. Pénélope Bagiu, autrice entre autres de la série Culotté et de la bande dessinée California Dreaming. C'est-à-dire que tu peux pas te dire ouais mais tu sais c'est déjà bien ce petit succès, quand tu dis bah non parce qu'en fait je sais comment c'est un gros succès, donc je vois bien que là ça ne marche pas. Alors qu'on pourrait se dire, c'est un succès quand même, mais l'autre était Il un éclipse. gros succès. Bah ouais, quoi. bien sûr. Tu vois, j'écoutais un podcast là ce matin d'une autrice de romans qui a eu un très gros succès en premier et qui disait c'est difficile maintenant que j'ai des succès ok de me dire c'est quand même vraiment un succès, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui s'en sortent beaucoup moins bien et c'est super, et qu'elle se détestait de se dire ah bah super, alors que c'est déjà des chiffres hyper bien, donc c'est difficile aussi quand alors je peux pas dire que c'est difficile parce que c'est pas des vrais problèmes, mais avoir vraiment vu l'éventail de tout ce qui est possible, voilà. Après, ça fait que tu as des points de comparaison. Mais C'est difficile du coup de de se remettre d'un succès, mais c'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas de vivre avec ça créativement par rapport à son travail. Ça dépend vraiment dans quel état d'esprit tu te mets. Moi, j'ai réglé ça. J'ai vraiment réglé ça, pour le coup, parce que mon premier livre, c'était un succès. C'est-à-dire que j'ai commencé en n'ayant jamais fait de BD de près ou de loin, en n'ayant jamais voulu en faire en plus. Sur un malentendu, j'ai fait un premier bouquin qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a hyper bien marché. Donc moi, j'ai connu ça en premier. De ton blog, hein, c'est ça? Ouais, et même le premier Joséphine. J'ai pas connu faire un livre qui a du mal à démarrer. Donc j'ai connu ça dès le départ. Et là où ça aurait pu faire de moi une espèce d'énorme enfant gâté qui se dit maintenant je veux que ça marche tout le temps, c'est qu'en fait ça m'a fait cocher des cases pour moi. Pas les autres gens, je m'en fous, mais moi de me dire c'est cool, en fait, waouh, j'ai fait un livre qui a hyper bien marché, c'est génial. Mais ça a rassuré mon éditeur, ça m'a rassuré sur plein de trucs, et ça a fait qu'après, ça m'a offert une liberté de création, mais quel cadeau en fait, de me dire parce que je pense que c'est hyper important de trouver ce qu'on aime dans le fait de faire un livre. Ça paraît hyper con, mais de se dire, en fait, qu'est-ce que je voudrais... Dans l'idéal, mon rêve, ce serait quoi? Est-ce que ce serait que mon livre cartonne, que je sois hyper riche? Est-ce que ce serait que j'ai vachement de succès critique? Est-ce que ce serait que j'ai plein de prix en festival? Est-ce que ce serait que les gens adorent mon livre? Est-ce que ce serait que moi, j'en sois super fière, etc. Et moi, je me suis dit, en vendre plein, c'est cool. C'est vraiment cool, hein, parce que du coup, j'ai pu arrêter notamment plein de boulots alimentaires que j'aimais pas, donc ça, c'était vraiment cool. Mais ce que j'ai préféré comme livre à faire, c'est les livres qui étaient super pendant que j'étais en train de les faire. Moi, j'ai identifié que c'est ça que j'aime. C'est pendant que je suis en train de faire le livre. Quand ça s'arrête, quand je termine le livre, je suis triste. Après, c'est cool parce qu'il y a la promo et qu'on rencontre les gens et que c'est chouette, mais en fait, je suis triste parce que c'est fini. Et les livres que j'ai faits en n'aimant pas plus que ça être en train de les faire, j'en garde pas un très bon souvenir, même s'ils marchent. Alors que les livres où c'était vraiment génial à faire, j'ai adoré, tu vois, par exemple California Dreaming, j'ai adoré être en train de le faire. C'était génial, c'était du crayon à papier, j'écoutais de la musique en même temps, c'était magique. Et du coup, ça reste, je pense, le livre que j'aime le plus de mes livres, parce que pour ça, en fait. Et donc ne pas se dire ouais mais est-ce que ça va marcher, est-ce que moi j'ai quand même envie que les gens ils en achètent plein, etc. Je pense que ça pollue
Moi, en tout cas, hein. C'est pas du tout. Je mets pas de jugement de valeur. Mais moi, ça me polluerait et ça me ferait oublier que c'est pas ça qui compte. Et du coup, je passerai à côté de ce que j'ai envie de faire. Donc, l'avantage d'avoir connu un gros succès, c'est que si tu veux, c'est réglé, quoi. C'est que je me dis pas, putain, quand même, j'ai un truc d'ego. J'ai envie à un moment que les gens, voilà. On règle ce rêve un peu, quoi, qui est d'avoir de la reconnaissance, tout simplement. Ça offre aussi un confort matériel indéniable d'avoir un livre qui marche bien, qui fait que je peux me permettre de faire des livres qui marchent moins bien. C'est pas grave, c'est pas une question de vie ou de mort. Et en l'occurrence, moi j'ai un livre qui a vraiment très très bien marché, qui est Culotté, et qui fait que j'ai vu l'éventail complet de... Voilà, ça fait ça quand un livre marche vraiment très fort. Voilà, il est traduit partout, c'est super et tout. Et j'ai adoré le faire parce que c'était hyper marrant à faire, mais par exemple, pour Rien au monde, j'en ferai une suite, quoi. Ça, c'est vraiment... Over My Dead Body, je ferai une suite à Culotté, parce que c'était super à faire, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus non plus, les biographies, quoi. Donc c'est bon, passe à autre chose. Mais je peux dire ça, parce que c'est pas grave, parce que il continue à se vendre, mine de rien. Donc voilà, je suis assurée de vraiment avoir quand même un petit rendement toujours de ce livre. Donc c'est cool, mais moi ça me sert à ça, un livre qui marche bien, ça me sert à me dire, tiens, c'est cool, parce que si demain je dis, et si je faisais un livre uniquement en 2 couleurs qui raconte la vie de mon chat dans ma salle de bain, il est probable que j'ai un peu de mal à convaincre un éditeur, mais ce sera pas très grave. Donc c'est cool, mais je pense que ça vient aussi du fait que pendant hyper longtemps je faisais du dessin en pub, en plus de la BD, et que c'était ça mon alimentaire, et que j'y trouvais vraiment très peu de satisfaction personnelle. Et donc je voulais que la BD, ça reste vraiment le truc intouchable, chouette, où ce soit que ce qui me fasse plaisir, parce que j'avais l'alimentaire à côté, où là, pour le coup, je pouvais faire n'importe quoi, je m'en foutais. Et du coup, je voulais pas que la BD se soit touchée par des considérations de « il faut que ça marche ». Je pense vraiment que j'ai gardé ça de cette époque-là, c'est que je me dis quel dommage que même dans la BD, qui est le truc que j'aime le plus faire, que je fasse rentrer en ligne de compte des questions de... Il faut quand même que ce soit grand public, que ça marche, que machin. J'ai le reste pour ça, en fait. Quand tu vois que oui, tu n'as pas beaucoup de succès, que tu ne vends pas, que les choses, ça nous... Les gens qui aimaient les choses, c'était un groupe restreint et ça ne touchait pas les publics comme d'autres dessinateurs qui les touchaient. Évidemment, tu te demandes, peut-être que je me trompe, je ne suis pas capable de faire, peut-être nous, c'est un autre monde, on est dans une autre planète. Lorenzo Mattotti, auteur entre autres de la bande dessinée Ghirlanda et réalisateur du film d'animation La fameuse invasion des ours en Sicile. Et là, tu te fais beaucoup de questions. J'ai jamais été... J'ai pensé que ça suffisait très peu de choses pour avoir du succès. Ça suffisait de publier. Quand tu es jeune, tu as beaucoup d'illusions. L'effet que... Il y a toute une sorte de règles à suivre, des règles, des attentions. Il faut être très attentif au public, chose que nous, on n'était pas du tout. Jamais été très attentif à un public, qu'est-ce qu'il aime, le public. On s'est posé beaucoup de questions pour les films d'animation, oui, parce qu'il y avait beaucoup d'argent. C'était tout le temps des questions comme ça. Mais quand j'ai fait mes bandes dessinées, j'ai jamais vraiment... Tu as des intuitions, j'ai dit, ça peut être plaire. Nous, on pensait que ça plaisait. Tu vois. Ce qui nous plaisait à moi, ça pouvait plaire au public. En fait, c'est pas comme ça. Je me souviens... Maintenant, je parle aussi de Pinocchio. Pinocchio, ce n'était pas une bande dessinée, c'était un livre illustré.
Mais c'était la première travail que je n'étais pas vraiment très convaincu. C'est-à-dire, quand j'ai donné les livres, il y avait une partie du livre que je n'étais pas convaincu de la qualité que j'avais fait. Et je dis, bon, on va voir. Et en fait, il a eu un très grand succès. Alors, je dis, ah bon, les gens, ils aiment aussi les choses que moi, peut-être, j'aime pas trop. C'est compliqué. Moi, ma relation avec le succès, ça n'a jamais été une bonne relation. J'ai jamais eu la sensation, je parle de la bande dessinée, d'avoir la sensation d'avoir un succès dans la bande dessinée. Toujours une chose, beaucoup d'estime, beaucoup d'appréciation, un succès des critiques, un succès d'estime, qui à peu s'est monté très doucement dans les temps, un peu les prestiges. C'est quelque chose qu'encore en moi, ça m'étonne un peu, je ne suis pas encore sûr. Chaque fois, c'est un défi. Chaque histoire que je faisais, je dis, je fais voir qu'est-ce que je sais faire. Une sorte de défi, que c'était un moteur aussi intéressant. Et de l'autre côté, avec mon travail, il y a toujours eu une sorte de critique, souterraine, qu'en fait, moi, je n'étais pas capable de faire de la bande dessinée. Je faisais de la peinture, je faisais de l'illustration narrative, mais en fait, je n'ai jamais été un grand dessinateur de bande dessinée. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, je faisais... Certains critiques disaient ça. Souterraine. Oui, j'ai entendu ça aussi et tout ça. Ou sinon, c'était trop difficile. Mais moi, j'ai fait dans ma carrière aussi de la bande dessinée pour les enfants, Barbavère des petits potes. J'ai fait des choses très populaires. Et chaque fois, je me dis, je te fais voir si je ne suis pas capable de faire la bande dessinée. Et Guirlande, mon dernier livre, j'ai dit, tu vois, je fais des animaux qui racontent, c'est plus classique de la bande dessinée, c'est une narration linéaire, et tout ça, c'est des animaux qui ont des aventures, et tout ça. Il y avait aussi derrière cette chose comme ça. Mais bon, chaque livre, il a son histoire, c'est des choses comme ça. J'ai mis tout mon petit cœur dans un album qui est sorti il y a 3 ans, qui a fait un four, mais monumental. Et c'est pas tellement un problème de faire un four, c'est le problème qu'il n'a pas été lu et que, surtout, les retours que j'en ai eus étaient dithyrambiques de la part des gens qui l'ont lu. Et voilà. Laetitia Corine, autrice entre autres de la bande dessinée Priscilla et dessinatrice de L'incroyable histoire du sexe. Mais il y a beaucoup de gens aussi, des copains libraires, qui m'ont dit on l'a mis dans beaucoup de mains. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, c'est trop violent. Et je me suis pas rendu compte de la violence de ce que je mettais dans cet album. Mais en fait, j'ai mis beaucoup de colère. Et apparemment, ça, c'est un peu trop... trop vu. Et c'est vrai qu'on sortait... c'était avant ou après le Covid ? Je crois que c'était avant le Covid, je crois. Mais le monde va pas très bien, de manière générale. Et je crois que les gens ont besoin d'un petit peu de légèreté. Et là, je leur offrais tout sauf de la légèreté. Au contraire, je les mettais un petit peu face... à des névroses sociétales, à des névroses communes. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà. Et ça, c'est vraiment... tu peux pas le prévoir, en fait. C'est le bouche à oreille qui peut fonctionner. Par exemple, un album comme Zai 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 Zai, c'est le bouche à oreille qui a fait que ça a surcartonné pour Fab Caro. Mais parce que je crois pas, peut-être que je me trompe, mais je crois pas avoir vu passer énormément de presse dessus. Après, je te dis franchement, la presse BD, j'en lis pas des masses. Mais j'en avais pas entendu parler, je l'avais pas vu plus que ça. Et en fait, ce bouquin est tellement extraordinaire qu'il est passé de main en main. Et puis, les gens se sont offerts. Le format le permettait aussi. Et en fait, ça a cartonné. Un album comme celui que j'ai fait, comme Priscilla, j'ai dû en vendre bien 800 quand même, je pense. Et encore, je crois que je suis généreuse. Mais non, ni le bouche à oreille, ni quoi que ce soit n'a marché. Parce que c'était encore une fois un peu trop... Ouais.
Ça fait penser une interview de Bernard Werber, l'écrivain. Mhm, Il disait que dans ses débuts, il avait une conversation avec un éditeur. mhm. Son éditeur lui avait dit, il lui avait demandé de choisir entre le grand public et les critiques. En gros. Ouais. Et là, Bernard aurait dit le grand public à ce moment-là. Et ça, je sais pas du coup si ce sont des réflexions auxquelles tu t'identifies, ce côté grand public, critique. Bah, quand tu fais un album, tu penses forcément aux gens qui vont te lire. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Euh, Tu penses au succès que tu vas avoir, à tous les prix que tu vas rafler, au pognon que tu vas te faire, tu es super content. Et puis, quand tu fais un four, et puis tu recommences. Mais non, non, ouais, non, je saurais pas répondre à ta question, parce que moi, je suis contente quand c'est lu. Je suis aussi très contente d'avoir des bonnes critiques. Puis quand j'ai une mauvaise critique, je m'en fous un peu. Je m'en fous un petit peu. Mais bon, je dis ça, j'en ai pas. C'est parce que j'en ai jamais eu. Non, j'en ai eu. En plus, j'en ai eu. C'est pas que ça m'a pas atteint. Ça t'atteint toujours un petit peu. Mais je sais pas comment te dire. C'est comme les prix, en fait. Je cours pas du tout après les prix. Il y en a deux que j'aimerais avoir dans ma vie. C'est le prix Schlingo et le prix Nobel de la paix. Mais bon, d'abord la paix, ensuite le Schlingo, on verra. Dans son sens. Non, mais voilà, je cours pas du tout après les prix. Et les rares fois où j'en ai eu, ça fait toujours plaisir, mais bon, voilà, ça change pas ma vie. C'est comme une mauvaise critique, ça peut me toucher, mais ça changera pas ma vie non plus. Je mets pas tout mon petit cœur là-dedans, dans la reconnaissance en tout cas. J'ai plus envie d'être lue. J'ai très envie d'être lue. Donc oui, effectivement, je pourrais te rejoindre sur plutôt le grand public, on va dire. Si les critiques vont avec, ça fait plaisir. Ah oui, c'est le petit bonus, quoi. C'est le petit... Bah, on y a eu droit, ceci dit, hein, avec une histoire du sexe. On a eu des super bonnes critiques et on en a vendu plus de 70 000. Et on continue à les vendre. Donc c'est juste que là, on a trouvé un sujet bizarrement fédérateur, le sexe. Bizarre. C'est vrai, bizarre. Étrange, hein. Moi, je pense que ce qui fait qu'on dure en tant qu'artiste ou auteur-autrice, c'est entre autres le fait d'accepter et de digérer les critiques. Fabien Wellman, scénariste entre autres des séries Seul et Le Dernier Atlas. Parce que sinon, on est en mode ermite, seulement en mode ermite. On a intérêt à être très très sûr de soi et à ce qu'on veut dire. Et je dis pas, hein, des fois, moi j'ai besoin de ne plus écouter personne et de croire à mes intuitions. Mais si je m'enferme là-dedans tout le temps, je pense que je vais m'auto-intoxiquer de moi-même et que j'ai besoin de m'ouvrir, et j'ai besoin, entre autres, de m'ouvrir aux critiques et aux choses qui vont me fâcher un peu. Je vais donner un exemple extérieur à moi, c'est plus facile de le dire pour les autres toujours. On connaît tous des exemples de vieux auteurs dont on se dit « c'était quand même mieux ce qu'ils écrivaient avant, quoi ». Mais c'est pour peu qu'ils vendent encore, ou qu'on n'ose plus trop leur dire, ces auteurs sont enfermés, j'imagine, dans une espèce de bulle où ils ont l'impression que tout le monde les trouve géniaux, où ils ne tolèrent pas forcément qu'on refuse leur nouveau boulot, et puis peut-être que l'éditeur va justement se dire « est-ce que vraiment j'ai envie de me faire chier à dire à tel auteur très connu que c'est plus ce que c'était, quoi ». Je le comprends, je ne suis pas en train de juger en disant, voilà, je dis simplement c'est un phénomène qui arrive, qui est normal. Il est normal, mais il me fait peur, parce que c'est évident qu'en continuant à écrire, je peux tout à fait m'enfermer dans des tics d'écriture, je le fais déjà. Donc pour éviter ça, il faut que j'ai des retours, et ces retours, il y a quelques manières de les avoir. Les critiques en sont un, donc j'essaie d'être attentif aux signaux faibles de gens qui disent « j'aime beaucoup ce que vous faites, mais… » Parce que la plupart du temps, c'est comme ça qui s'adresse à moi. C'est rarement pour venir sur mon Instagram en disant « je te déteste, connard ». C'est plutôt des gens qui me suivent, qui aiment bien, qui disent « mais peut-être, ok, je prends note ». Et puis l'autre recours, c'est de changer les collaborateurs. Et l'avantage en tant que scénariste, c'est qu'on peut bosser avec pas mal de gens, parce que c'est plus rapide d'écrire un scénario que de dessiner.
Et moi, à chaque fois que je bosse avec un nouveau dessinateur ou une nouvelle dessinatrice, c'est tout un autre univers qui s'offre à moi, et donc une autre façon de voir le monde. Et donc ça, c'est extrêmement enrichissant, parce que c'est vraiment deux univers se percutent, et des fois on pense la même chose, des fois pas. Et donc c'est comme si on avait deux matrices de représentation du monde qui essaient de s'hybrider le temps d'une œuvre. C'est-à-dire que moi, j'ai ma façon de voir le monde. Si je me projette dans un scénario et que je me dis, tiens, imaginons qu'un taxi refuse de me prendre, comment réagit le personnage? Je me fais une matrice de réaction du monde, du taxi, du personnage, de Paris. Le dessinateur, la dessinatrice aura une autre matrice. Et va dire, ah non, moi je verrais plutôt ça, 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 et va m'ouvrir un univers auquel je n'avais pas accès. Donc le fait de renouveler ces collaborations me paraît être un des moyens de ne pas trop mal vieillir. Je ne dis pas que ça va complètement me prémunir de mes tics, parce qu'il n'y a rien à faire. Le cerveau, au bout d'un moment, il vieillit. Je pense qu'on n'a plus autant de neurones qu'à un moment donné. Je pense que c'est normal de commencer à s'auto-pasticher. Mais j'ai l'impression que la clé pour pas trop mal vieillir, c'est de bosser avec des gens différents. Et dans ce sens-là, par exemple, Lewis Trondheim avait fait un bouquin assez intéressant en disant, tiens, il y a beaucoup d'auteurs qui vieillissent mal dans la BD. Il avait été extrêmement violent, comme Lewis. Désœuvré. Et je me rappelle lui avoir dit à l'époque, mais tu sais, je pense qu'il y a par exemple des réalisateurs qui vieillissent mieux dans le cinéma parce qu'ils changent d'équipe, en fait. Parce que de fait, on dit signé par Eastwood. Il y a eu beaucoup de films de Eastwood que j'ai beaucoup aimé. Il a beaucoup fait de films longtemps qui étaient bons, quoi. Les derniers, je ne saurais pas trop dire, mais il y en a quand même, il les a fait à des âges bien tassés, et ça restait vraiment bien, quoi. Et je m'étais dit, mais peut-être simplement, il s'entoure d'autres personnes, quoi. Et bien sûr, c'est signé Clint Eastwood, parce qu'une fois de plus, il y a une facilité, un peu une paresse intellectuelle, mais en réalité, c'est plus la même personne. C'est Clint Eastwood avec tel chef-op, avec tel preneur de son, avec tel comédien, tel scénariste, et ça change tout. C'est pour moi d'ailleurs ce qui fait que j'ai par exemple pas de regret du tout de ne pas faire mes BD tout seul. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ah mais t'aurais pas le fantasme de faire ton livre? Mais je dis, mais je m'en fous en fait. Enfin, le but c'est pas de faire mon livre, le but c'est de faire des bons livres. Et si de bosser avec des gens différents m'amène à penser différemment et peut-être, alors, des fois à me planter, hein, je dis pas que chaque livre que je fais est réussi, mais à chaque fois de tenter quelque chose, on peut pas me retirer un truc, c'est qu'à chaque fois que je fais un bouquin, je tente quelque chose. Jamais je me dis, ah bah ça je sais faire. Si je me dis je sais faire, c'est que j'ai pas choisi le bon sujet, quoi. Et en plus, je me plante. Je suis persuadé que si je refaisais un truc en me disant je sais faire, ça serait une fausse sécurité. Donc à chaque fois que je fais un projet, il faut que ce soit une sorte de défi intellectuel. Donc il y a une prise de risque. Et qui dit prise de risque dit éventualité que ça se plante. Ça m'est arrivé et je l'accepte complètement. C'est pas agréable, mais c'est comme ça. Mais par contre, à chaque fois, j'ai appris des choses. Ça, c'est ce qui me maintient intellectuellement en vie. C'est ce qui me passionne dans ce travail. C'est que c'est jamais la même chose. Et même quand je prolonge une série, Seul, par exemple, est ma série la plus longue, et je suis a priori amené à en faire encore une petite dizaine, c'est aussi intellectuellement hyper stimulant, parce que c'est très compliqué de préserver l'intérêt du public. D'ailleurs, c'est impossible en réalité, le public à un moment donné décroche. Comment tu arrives quand même à en garder le maximum de lecteurs dans le cadre de cette longue durée? Ça me passionne. C'est juste que je n'aurais pas forcément envie de le faire sur 2 séries. Ce défi intellectuel. Le faire sur Seul me va bien. Faire 3 énormes bouquins, la trilogie du Dernier Atlas, c'est un autre défi intellectuel. Et là, c'était 3 fois 200 pages, 230 pages. J'ai jamais écrit de cette manière-là. Faire L'Herbier Sauvage, où je collecte des récits auprès d'interlocuteurs, interlocutrices, ça me sortait complètement de ma zone de confort. Et moi, en vrai, j'écris pour faire des bons bouquins, mais j'écris aussi pour être heureux dans ma vie. J'ai pas un rapport doloriste à l'écriture. Il m'arrive d'avoir du mal à écrire, des fois c'est dur, des fois je dois me lever plus tôt quand même parce que j'ai un rendu. Mais fondamentalement, j'ai envie que ma vie soit belle, quoi. Et ça veut dire aussi d'ailleurs avoir des bonnes relations avec ses collègues. Et dans ce cadre-là, moi, par exemple, tu vois, quand j'entends parler d'un Picasso qui a fait des chefs-d'œuvre mais qui est un connard, je le dis, résumé rapide, hein, c'est un peu caricatural. Eh ben, je préfère faire moins de chefs-d'œuvre et pas être un connard avec les gens avec qui je bosse, quoi. Par exemple, ça c'est un choix de vie. Et puis si on m'oublie 10 ans après que le bouquin soit sorti, ben on m'oublie. De toute façon, Picasso, on l'oubliera aussi un jour. Ça sera plus long, mais sans doute qu'on l'oubliera aussi. Cette notion du chef-d'œuvre et d'être prêt à ravager son entourage pour ça, je trouve ça très con, d'un point de vue éthique et humain. Et en plus, j'ai envie de croire qu'on peut faire des œuvres belles et chouettes, et peut-être pas des chefs-d'œuvre, mais
en tout cas des belles œuvres, sans mettre à mal son entourage. Donc la notion aussi de comment tu respectes ton entourage, comment tu fais en sorte de ne pas imposer ton rythme de travail à tes proches, de ne pas imposer une façon de bosser à tes collaborateurs qui soit horrible pour eux, elle est très très importante pour moi. J'ai envie de faire des bonnes histoires, hein. Je suis très ambitieux. Je veux vraiment faire des histoires qui marquent les gens, mais pas au détriment de l'être humain autour de soi, pour justement éviter de se retrouver avec ces fameux débats, doit-on séparer l'homme de son œuvre? Alors j'ai une réponse très claire, pour moi oui, il faut distinguer les deux, mais on n'est pas obligé d'aller voir des œuvres de connards par contre, ça je suis entièrement d'accord. Si tel réalisateur, que nous ne nommerons pas, est un éminent connard, il peut faire ses œuvres, si des gens ont décidé de mettre de l'argent dans ses films, des gens peuvent aller le voir, son film sera peut-être bon. Après, personne ne m'oblige, sachant que c'est un connard, d'aller cautionner son œuvre. Mais il peut tout à fait faire un chef-d'œuvre, c'est le paradoxe. Le nombre d'auteurs que j'ai adorés, et que quand je les ai rencontrés, je suis tombé de ma chaise en me disant « Oh putain, quelle déception, quoi !» Ils sont pas à la hauteur de chefs-d'œuvre qui... Ben non, mais c'est normal, hein. On n'est pas un chef-d'œuvre ambulant. Et en plus, chef-d'œuvre pour qui? Machin peut trouver que c'est un chef-d'œuvre, et moi je peux trouver que ça me parle pas, donc de toute façon la notion de chef-d'œuvre, bon bref. Donc là-dessus, moi je sépare complètement. Il y a des gens que j'adore humainement, dont j'aime pas le travail, il y a des gens que je déteste humainement, dont j'adore le travail. Mais pour le débat qui consiste à dire est-ce qu'on doit cautionner ça, ben non, si on sait que vraiment quelqu'un est une saloperie, est-ce que j'ai besoin de filer de l'argent à ce type? Non. Je suis pas obligé, mais ça se trouve son film est très bon. C'est triste, mais on peut être un connard et faire un très bon film ou une très belle œuvre. C'est très bizarre la vie. Céline, je veux dire, on peut pas dire, je trouve, hein, objectivement, on peut pas dire que Voyage au bout de la nuit c'est pas un chef-d'œuvre. Après, Céline n'était pas quelqu'un de fréquentable. Bon, voilà, un exemple type. L'avantage c'est que maintenant, si j'achète Voyage au bout de la nuit, je donne pas d'argent à Céline, il est mort. c'est un peu plus facile avec le temps, hein, de faire ce genre de choix. Alors là, j'ai fait une très grande digression, mais tous ces sujets me passionnent. Hein, ah ben c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on fait nos chefs-d'œuvre quand on a 20 ans ou 30 ans et jamais, ou très rarement quand on a 50, 60? Lewis Trondheim, auteur entre autres de la série Lapino et de la bande dessinée Désœuvrée, réflexion autour du vieillissement des auteurs et autrices de bande dessinée. Moi, ma réponse, au final, on doit être maintenant 15 ans plus tard après Désœuvrée, c'est plutôt de se dire comment faire pour ne pas être malheureux en étant plus âgé, en faisant des bandes dessinées qui nous ressemblent moins ou qu'on arrive moins bien à faire. Et la réponse, c'est simplement, il ne faut plus que notre art soit au milieu de notre vie. Il faut que notre vie soit au milieu de notre vie. Et donc moi, j'ai appris depuis quelques années à décentrer tout ça et à faire en sorte que de vivre plus et que la bande dessinée, c'est un passe-temps qui me permet de gagner ma vie, mais qui ne soit pas un truc super important pour moi, sur lequel je ne vais pas être là à pérorer pendant des heures. Je m'en fiche, en fait. Quand je réponds à un podcast comme ça avec toi, je me dis peut-être que ça peut aider des jeunes auteurs à trouver des petites solutions. Mais ce n'est pas pour vendre mes bouquins, j'en ai rien à faire. Et donc, j'arrive à un stade de passation de savoir. Et alors que si je restais crispé à mon travail en tant qu'artiste, auteur, avec des grands A majuscules, là, c'est problématique. Et là, j'ai 58 ans maintenant. Je ne dis pas que ce que je fais est génial, mais en tout cas, j'arrive encore à m'amuser et à m'intéresser à mon travail. Et parfois, quand on vieillit, ce n'est pas toujours le cas. Dans tous les métiers, d'ailleurs. Hein. Mais, donc, j'ai envie de faire en sorte que mon métier me plaise encore, que je sois heureux de faire de la bande dessinée. Et surtout que je ne sois pas obligé de faire de la bande dessinée pour vivre. Parce que ça aussi, c'est un moteur qui est compliqué. C'est qu'au début, on veut être payé pour notre travail. Donc quand on trouve ses premiers contrats, c'est bien, on est content, on est payé pour ça. Puis au bout d'un moment, on doit trouver des contrats pour continuer à vivre. Et on finit parfois par faire des choses qui ne nous ressemblent pas, qui sont juste là pour le banquier. Et le luxe que j'ai eu encore une fois, c'est de pouvoir faire de la publicité régulièrement pour gagner de l'argent et d'être sûr que je faisais les bandes dessinées que j'avais envie de faire. Et ça ne concerne que moi. Je veux dire, tout le monde n'a pas forcément la capacité de travailler pour la publicité et de faire une page en 1h30.
Les défis, c'est intéressant, c'est chouette. Au début, c'est frustrant. Mais tu sais que si tu travailles assez, si tu prends ton temps, si tu fais l'apprentissage, à la fin, tu sauras le faire, quoi. Il faut juste le temps et la confiance que, bon, voilà, maintenant, ma voiture, c'est une crotte. Elle n'est pas du tout crédible. Il rentre dedans pas du tout comme il faut. Dans quelques mois, si je dessine tous les jours des voitures, quelqu'un qui rentre dans une voiture, qui sort dans la voiture, qui conduit, je le ferai. Judith Van Istendal, autrice entre autres des bandes dessinées David, les femmes et la mort et Les deux vies de Pénélope. Ce passage constitue une petite parenthèse sur la notion d'apprentissage, qui n'est pas sans lien avec le thème de l'épisode, comme vous pourrez le constater au fil de la discussion. Ça, c'est vrai avec l'âge. Je sais que si tu prends ton temps, si tu te mets à faire ça, à dessiner que ça, tu le feras, tu sauras le dessiner, tu sauras raconter ça en dessin. Tu sauras le faire. C'est juste question d'avoir du temps, de prendre le temps et d'avoir confiance qu'un jour, tu sauras le faire. Parce que plus jeune, c'était un peu plus mais difficile. J'avais pas l'expérience. J'avais pas vécu que si tu t'y mets, tu réussis. Je savais pas. Et maintenant aussi, il y a tout un truc de technicité qui n'est plus là parce que je sais dessiner. Après 12 ans, 15 ans de dessin, on sait dessiner. Ça ne veut pas dire de nouveau qu'on est un grand artiste, qu'on est Picasso, mais on sait dessiner. On sait tout dessiner. C'est pas tellement difficile d'apprendre à tout dessiner. C'est très difficile de le faire intéressant, artistiquement, touchant. Ça, c'est très difficile, mais dessiner des voitures, dessiner des chats, dessiner des visions urbaines complexes, tout le monde sait l'apprendre. Et donc, c'est chouette, cet apprentissage, je trouve. Est-ce que toi, tu penses souvent avec la notion un peu d'y trouver du plaisir aussi? Ce qu'on peut parfois peut-être entendre chez certains dessinateurs, peut-être que moi aussi, je suis plutôt de ce bord-là pour le moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je vais pas vers peut-être certaines choses à dessiner, c'est peut-être parce que j'arrive pas à y trouver du plaisir et du coup je vais un peu m'en détourner. Mais tu n'as pas de plaisir parce que tu penses au résultat. Et tu veux que le résultat soit bien et génial et impressionnant. Mais si tu laisses tomber ça, tu peux trouver du plaisir à l'apprentissage. Tu peux trouver du plaisir voilà, je sais pas dessiner ça ou je sais pas raconter. Par exemple, pour Les deux vies de Pénélope, je voulais faire du voice-off. Donc, un texte parallèle. C'est ultra difficile. C'est un des trucs les plus difficiles dans l'écriture de scénario. Par exemple, ça, c'est vraiment difficile. Tout le monde devient mélodramatique, trop poétique, trop philosophique, trop gna. C'est ultra difficile de faire ça bien. J'ai très mal fait. Au début, j'ai super mal fait. J'ai montré à mon père qui est écrivain. Il a dit « Oh, c'est nul ». Mais si tu sais que tu ne sais pas le faire, oui, c'est vrai, je ne sais pas le faire. Et puis après, tu vas apprendre. Tu vas voir, mais pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi? Où est le crux, le détail qui fait que ça bascule de mélodrame à génial? Quel mot est-ce que je dois changer? Et tu demandes l'avis d'experts. Moi, je parle toujours avec notre prof d'écriture. Il m'aide. Je montre, je dis, je sais pas faire ça. Comment tu fais ça? Il dit, mais regarde, tchac, tu fais ça et pof, le texte change. Et donc, si c'est ça ton défi, si c'est ça le jeu que tu joues, ça devient chouette. Peut-être un peu chiant, parce que ça prend du temps. Ennuyeux, parce que, de nouveau, aujourd'hui, je vais faire de la merde. Mais si tu vas à ton atelier et tu dis aujourd'hui je vais faire de la merde, mais c'est pas grave. Oui, ça dépend du ton qu'on emploie, quoi. Oui, je suis pas là aujourd'hui pour faire un chef-d'œuvre. Je suis là à long terme, je veux faire des chefs-d'œuvre. Oui, au moins un dans ma vie. J'aimerais bien. Voilà, mais est-ce que ce sera ce livre ou celui d'après ou est-ce que je l'ai déjà fait? Peut-être, je sais pas. C'est pas à moi de décider. Et moi, mon boulot, c'est de prendre ce boulot au sérieux.
et de trouver une façon. Tu vois, je sais pas. Moi, c'est ma façon de faire. Je veux raconter un sujet. Ok, je veux raconter un sujet. Ben, si je vois que mon arsenal d'outils n'est pas encore l'outil que j'ai besoin pour raconter ce sujet, je ne l'ai pas encore, ben, je dois m'y mettre à apprendre à utiliser cet outil. Que ce soit une forme de dialogue, que ce soit un découpage, que ce soit, je ne sais pas, une technique de dessin, etc., etc. Ben, on s'y met, on essaye. C'est très libérant quand on peut travailler comme ça. Je suis pas surhumaine. Hein. Moi aussi, j'ai des jours que je me dis merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est nul. Ou quand j'ai de mauvaises critiques, je pleure, quoi. Donc. Et à ce moment-là, quand il y a des baisses un peu de confiance et de motivation, est-ce que tu as une manière de gérer ces moments-là? Je viens d'en avoir une très forte cet automne. C'est très pas gai pour mon mari, pour quelques amis, pour quelques confiants. Je pense que c'est très chiant. Et moi, ce 1er janvier 2023, j'ai décidé, voilà, je regarde pas le succès des autres. Parce que pour moi, c'est le pire. Me comparer aux autres. Et donc, j'essaie d'avoir du plaisir dans mon boulot, de faire mon mieux et de ne pas regarder le reste. Parce que, tu vois, il y a deux choses. Il y a le plaisir de ton travail. On a un travail magnifique. C'est un plaisir, c'est un travail créatif, c'est autonome. Hein. C'est riche, c'est langue, c'est dessin. En général, les auteurs de BD sont des personnes super agréables, donc les collègues ils sont très chouettes. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le prestige, les ventes, les prix, tout le jeu public. Et en fait, moi, mon stress, c'est surtout ça. C'est beaucoup plus ça que mon boulot en soi. Et je ne le joue pas bien, ce jeu. Je le sais. Et donc, cette année, je me suis dit, arrête de le jouer, peut-être. Ça, c'est mon défi à moi. Pas, je ne sais pas dessiner ça, donc je ne vais pas le dessiner. C'est un défi de l'ordre de la carrière, alors qui arrive un petit peu plus tard. Ou d'insécurité totale de soi. Mais totale. Je sais que c'est ridicule rationnellement, mais je ne le sens pas. Et donc, pour moi, le défi, c'est plutôt ça. Et donc, j'ai encore un grand apprentissage à faire là.
j'essaye de faire attention en fait, à tous les tics de métier. C'est un métier qui fabrique énormément de mauvais réflexes. Énormément. Vous êtes toujours en train de vous battre contre ça. En même temps, vous en avez besoin parce que sinon, la montagne est insurmontable. Et en même temps, c'est la pire des choses. François Skeuten, co-auteur entre autres avec Benoît Peters de la série Les Cités Obscures. Donc c'est un combat permanent. C'est comme des espèces de trucs qui vous hantent, quoi. C'est votre habileté. Et moi, l'habileté, en même temps, on la cherche sur certaines choses et en même temps, on la redoute sur d'autres. Parce que si la main va trop vite, ça devient ennuyeux. Le dessin devient ennuyeux. Le dessin, il a besoin de se nourrir d'observations. Il a besoin de revenir à une émotion, à quelque chose à du temps à regarder. Et parfois, la main va trop vite. Toutes les étapes sont intéressantes. Après, l'étape même de l'impression, j'adore aller à l'impression de mes livres. D'abord de voir la photogravure. Généralement, je grave moi-même mes planches et mes images. Mais enfin, l'éditeur peut aussi graver. Et puis après, suivre, aller à l'impression. Puis après, c'est fini. Quand il est relié, alors le livre ne m'appartient plus. C'est fini. Alors là, je le lâche un peu. Bien sûr, il y a la promotion, mais c'est une autre partie du travail qui est complètement, disons, rien à voir avec, pour moi, le métier de dessinateur. Je ne suis pas toujours le mieux placé pour le faire, d'ailleurs. La promotion? Oui, c'est parce que par certains côtés, c'est très compliqué de parler de quelque chose qui s'achève, qui s'est achevé, d'ailleurs, parce que il y a pas mal de mois entre. Et vous êtes ailleurs, et à un moment donné, il va se créer comme une espèce de discours. Et ce discours, pour casser de nouveau, une fois de plus, un certain nombre de réflexes de propos. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire peut-être ce que les gens ont envie d'entendre, à force. Et vous allez plus si facilement vous relier à ce qui ont été les vrais moteurs du récit, à ce qui ont été les vraies émotions. Ou vous allez tellement les répéter qu'à un moment donné, ça n'aura plus de saveur. Donc la promotion, c'est un truc pas si facile que ça. Pour rester sincère et pour rester... Moi, je préfère bien mieux parler des livres des autres que de parler des miens. Parce que je ne sais pas trop quoi en dire, en fait. En plus, si les questions se ressemblent, je comprends que... Ben oui. Que les réponses aussi, évidemment. De fait. Ouais. Comment arriver à répondre toujours aux mêmes questions d'une façon différente? À un moment donné, on tourne en rond. Alors, on essaie de trouver des petites zones nouvelles, parce que c'est insupportable pour aussi, si par hasard le public écoute ça, il dit ben celui-là, c'est un véritable perroquet. Il est concernant, il a 3 phrases. Mais bon, voilà. Donc là, c'est une nécessité que de rester vivant, ne fût-ce que pour l'interlocuteur, que pour le journaliste ou la personne qui vous pose des questions. C'est le minimum que vous lui donniez quelque chose de nouveau, mais si la question est la même. Et donc, voilà, c'est compliqué. Donc, à un moment donné, il se crée comme une espèce de protection, une espèce et voilà, vous sortez un certain nombre de clichés. Et ça, c'est très agaçant de sentir ça. Vous voyez, vous répétez. Ça, c'est pas rigolo. Alors, il y a des interlocuteurs qui vous réveillent. Mais voilà, et puis vous devez faire attention de pouvoir... c'est un travail permanent d'exigence. Vous voyez, toutes les étapes doivent vous obliger à rester vivant, à rester exigeant, à rester aux aguets de tous vos mauvaises manies. Mais c'est ça qui est amusant avec le dessin, c'est que le dessin, c'est un livre ouvert. Hein. Vous voyez tout de suite un dessinateur qui est en tension, qui se bat. Et vous voyez aussi ceux qui lâchent prise, ceux qui sont en roue libre, ceux et donc voilà, le dessin, c'est incroyable. Hein, comme ça trahit, ça vous trahit. Est-ce qu'en voyant le dessin d'un dessinateur, vous arrivez à savoir dans quelle disposition, dans quel état il est? Mais quand même, oui, parce que je trouve, on voit l'énergie.
On voit la vitalité qu'il a en lui, et on voit la créativité. Il y a des planches où vous dites, oh, c'est hallucinant, c'est la grâce qu'il a, l'énergie, tout ça, c'est un bonheur. Alors après, ça c'est une époque, parce que cette énergie-là, on ne la garde pas indéfiniment. Il ne faut pas raconter d'histoire. Donc voilà, par quoi on la remplace, l'énergie? Généralement, on la remplace par l'expérience. Et puis, hélas, parfois par les trucs. Et c'est ça où ça devient dangereux. Les réflexes dont vous parlez, alors, ces trucs-là. Voilà. Et donc, vous savez, vieillir, c'est un combat. Il y en a qui disent c'est un naufrage, mais donc le dessin révèle aussi toutes ces petits raccourcis, ces petites lâchetés. Et alors, c'est pour toute la créativité. Vous parlez. On peut parler de la musique, je vous parlerai de la musique indéfiniment, et comment des créateurs, comme par exemple David Bowie, comment il s'est renouvelé, comment il a cassé, comment il a brisé, mais le prix de ces ruptures. Quand il fait Tin Machine, et voilà, il prend un jeune groupe, il casse tout, des disques que beaucoup de gens n'aiment pas, mais qui sont très intéressants, parce qu'ils sont comme une espèce de besoin de revenir à des choses assez essentielles. Et puis bon, et c'est magnifique cette quête qu'il a. Parce qu'il est quand même d'une intelligence extraordinaire. Bowie, c'est un parcours. Et il termine par un très, très, très beau disque. Mais sa créativité n'a pas duré indéfiniment. Après, Pour moi, la créativité, c'est le moment où vous posez votre espace de création. Ça ne va pas durer. Les meilleurs, c'est 10 ans où ils cartographient leur espace. Après, les malins, ceux qui sont forts, ils vont travailler avec d'autres pour un peu explorer, creuser, un peu voir. Mais en fait, les cartes ont été données. Le jeu a été donné. Le jeu est donné très vite. Pour ceux qui commencent tôt. Et ça, c'est pas facile quand on se rend compte. On dit, oh là là, il va falloir bien creuser, parce qu'on ne va pas retrouver si facilement les filons qui sortaient comme ça, joyeusement. Mais c'est pas plus mal aussi d'en prendre conscience, et c'est pas plus mal ce qui vous attend. C'est une autre exploration. Il faut falloir le talent d'autres gens pour vous bousculer, et il faut les autres. Il faut aller chercher le talent des autres aussi. Donc c'est tout à fait possible de retrouver après cet état. De rester vivant, oui, c'est possible de rester vivant, oui. Mais ça voilà, je crois que c'est... Moi, je ne crois pas qu'on fasse un métier pendant 50 ans comme ça. Non, c'est de la blague. À un moment donné, la plupart des auteurs, il n'y a plus rien. Et donc, ouais, alors, il faut vraiment... C'est pour ça que j'ai arrêté la bande dessinée. J'ai arrêté parce que la bande dessinée, pas de dessiner, ni de faire des livres, ni de raconter des histoires, ni de faire des tas de choses. Mais à un moment donné, je me dis, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je suis pas en train tout ça n'est pas en train de se figer, de se fossiliser, quoi? Est-ce que mes méthodes m'emprisonnent? Donc à un moment donné, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas faire le livre de trop. Peut-être que je l'ai déjà fait, mais enfin bon. Depuis belle lurette, mais enfin bon, il faut essayer de ne pas le faire. Enfin, moi je voyais là, je me dis, oula, c'était pas le cas, parce que le Blake et Mortimer, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup travaillé dessus, mais puis c'était comme une boucle, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui commençait à se fermer. Donc plutôt de l'ordre de la bande dessinée que du dessin, alors. Oui, c'est dans le cadre de la bande dessinée. Peut-être qu'un jour, ça se réouvrira comme ça, j'aurai le sentiment de trouver de nouvelles énergies, de nouveaux espaces. Mais ici, j'avais le sentiment que je commençais à radoter. J'allais commencer à radoter. Peut-être que je radotais déjà. Mais enfin bon, et c'est pas grave, c'est bien d'arrêter aussi, parce que ça permet de commencer d'autres choses. Dans d'autres domaines. Moi, je crois beaucoup au fait de prendre des savoirs et de les mettre ailleurs, des expériences, de les projeter ailleurs. Et du coup, vous êtes jeune ailleurs, vous êtes débutant ailleurs. Je trouve ça passionnant comme sujet. Comment vieillir en tant qu'artiste, en tant qu'auteur,
et essayer de voir ce que la bande dessinée a de peut-être spécifique dans ce cadre-ci. Ouais. Ah oui, il y a des particularités, mais la créativité, l'usure de la créativité, ça reste identique dans tous les domaines. Mais il y a des spécificités, évidemment, à chaque forme d'expression, ô combien. Mais en même temps, bon, voilà, je m'intéresse beaucoup aux musiciens, beaucoup aux cinéastes, et je vois bien aussi l'usure de certaines pensées. Et puis bon, il y a aussi un alignement avec une époque. Vous pouvez vous aligner avec une époque. À un moment donné, vous vous sentez plus éloigné de cette époque avec ce médium-là. Vous vous dites, ce médium-là, je ne sais peut-être plus exactement faire ce qu'il faut dans cette époque-là. La bande dessinée, elle est très, très différente de celle que j'ai connue en 1980. J'ai commencé en 75, 76, 77, je crois, dans Métal Hurlant. Vous imaginez le temps, donc ça fait 45 ans, là, si je calcule bien. Eh bien, automatiquement, ce monde n'a plus rien à voir. Plus rien. C'est un autre monde. Est-ce que ça a encore du sens de passer 3-4 ans, comme je le fais sur une bande dessinée, dans ce monde-là? Ben, parfois, moi, je me suis dit, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il faut faire autre chose. C'est ce que j'essaye de faire. Parce que le métier tel que j'aimais le faire, le temps que j'aimais prendre pour le faire. Évidemment, certains vous diront, mais tu pourrais aller plus vite, tu pourrais changer de méthode. Oui, mais en même temps, moi, j'aime ce temps. J'ai parlé au début du temps et de prendre du temps. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu abandonner. C'est le temps. Le temps, ça dit beaucoup. Chercher, gommer, revenir, travailler indéfiniment. Ça, je voulais garder ça. Et je me suis dit, là, je vais avoir difficile à garder ce temps-là dans cette époque, sur ce médium-là. Je trouve que les auteurs qui me passionnent, c'est ceux qui ont été le plus intimement reliés à leur époque. Mais pas pour ça d'une façon servile, mais d'une façon liée à l'imaginaire de leur époque. Et pour ça, il faut l'écouter, cette époque. Des tas de jobs que je fais avec la Red Team, avec Lisa, avec le Train World, m'obligent à être un témoin précis, un témoin alerte sur les sujets qui occupent le monde aujourd'hui. Et ça me plaît beaucoup que le dessin soit aussi au service de la compréhension du monde, soit un témoin, soit en relation avec les enjeux de notre époque. Donc je lis beaucoup les journaux, j'aime beaucoup écouter des émissions, j'aime beaucoup écouter les gens parler, raconter des histoires. Il y a des interviews qui me passionnent. Et ça superpose au dessin. D'ailleurs, c'est parfois rigolo parce que j'envoie des dessins et quand en les voyant, je réentends ce que j'écoutais au moment où je dessinais. J'aime beaucoup la voix, ça m'aide à comprendre. Et puis j'entre dans les pensées. Donc j'écoute France Culture, France Inter, RTB, tout ça, des tas de trucs. Et j'aime beaucoup les émissions scientifiques. J'aime énormément comprendre, essayer de comprendre le plus possible, tout en sachant que je ne comprendrai sans doute pas grand-chose. Et par le dessin, vous dessiner, c'est comprendre? Ah, ça, c'est exactement la bonne phrase. Dessiner, c'est essayer de comprendre. Ouais. En dessinant, ça vous met les idées en tête. De toute façon, je vais vous dire, là, je viens de perdre mon chien, le fait de le dessiner m'aide à en faire le deuil. Le fait de le dessiner me permet de comprendre la relation très intime que j'avais avec lui. Dessiner quelqu'un, c'est un peu l'aimer, c'est un peu le retrouver. Donc c'est ça qui est magnifique avec le dessin, c'est que c'est une école permanente, si on veut le faire bien, de compréhension, oui, vous essayez de comprendre. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas le dessiner. Une machine, si vous voulez la dessiner, vous devez la comprendre. À quoi ça sert? Comment ça marche, ce truc-là? Et donc, ça, c'est très amusant, même pour parler du soulier. Il faut voir comment le soulier a été fait. Alors, vous savez bien le dessiner. Parce que, le cuir a été cousu là, la semelle est comme ça. Et c'est quelle matière? Et comment c'est? Alors, vous allez bien le dessiner si vous êtes posé les bonnes questions.
Sinon, vous avez un regard extrêmement superficiel. Il y a des dessinateurs qui ont cette capacité, mais moi, j'ai besoin d'aller peut-être comme ça, un peu dans l'intimité des objets, des lieux et des personnes. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Django Reinhardt et Kevin MacLeod. C'était le dernier épisode du podcast. Je vous remercie d'avoir été là et pour tous vos retours attentionnés et bienveillants. J'espère avoir réussi à transmettre convenablement l'or que j'avais entre les mains. Ces quelques 40 heures d'entretien formidables. J'ai beaucoup grandi au contact de ces 44 auteurs et autrices de bande dessinée. Merci encore une fois, ce ne sera jamais de trop, à eux et à elles de m'avoir donné de leur temps et de leur sensibilité. Je ne saurais jamais exprimer suffisamment à quel point ces entretiens m'ont apporté, et j'espère, par l'entremise de ce podcast, avoir pu suffisamment apporter en retour. Merci, et c'est peu dire, au Musée de la BD de Bruxelles d'avoir permis à ce podcast d'exister. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Baker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Tine Anthony, Thibaut Fontenoy, Marie Nif et Wivine Van Donade. Merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans cette longue aventure qui aura duré en tout et pour tout à peu près 2 ans. Et merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. À bientôt peut-être. Je vous aime. Bisous.